tout seigneur, tout honneur à tout seigneur. Les premiers à avoir relancé l'idée d'un mouvement nationaliste digne de ce nom en France, ce sont les frères Sidos, la famille Sidos, Pierre, Jacques, François et Pierre-Jacques et François, puisque les deux autres frères, Henri aussi, qui était encore vivant à cette époque-là, donc qui ont décidé de créer le mouvement Jeune Nation à la fin des années 40. Bueno, eso para decir, volviendo después de la guerra, como la derecha nacional lo que quedaba, que estaba derrotada y con problemas, intentó relanzar algo por lo cual tuvimos que esperar 30 o 40 años, porque antes que se podía realizar algo como el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Eso, entonces, honor a quien empezó. Los primeros a empezar fueron los tres hermanos Siros qui créaron le mouvement Jeune Nation. Alors, le mouvement Jeune Nation, au début, évidemment, était un tout petit groupe qui avait du mal à émerger de la clandestinité, mais dès le début des années 50, vous le savez sans doute, et c'était aussi en partie qu'en Espagne d'ailleurs, la France avait un empire colonial assez important. On avait coutume de dire que le soleil ne se couchait jamais sur la France, et cet empire colonial a commencé un petit peu à s'effriter. Et les premiers problèmes sont apparus en Indochine, et l'armée française s'est retrouvée face à une résistance communiste indochinoise incarnée par Ho Chi Minh. Et la France, bon, il y a eu, je ne vais pas vous raconter la guerre d'Indochine, ça serait trop long, si quelqu'un veut qu'on en parle, on en parlera bien sûr, mais enfin ça serait un petit peu trop long de l'aborder ici, c'est pas vraiment le sujet, mais quoi qu'il en soit, la guerre d'Indochine s'est terminée en 1954, et beaucoup de jeunes gens qui étaient partis se battre en Indochine ont eu le sentiment d'avoir été trahis par la classe politique française. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le Parti communiste, par exemple, avait donné l'ordre à ses militants dans les arsenaux de trafiquer les grenades ou de trafiquer les cartouches. C'est-à-dire que les soldats français qui se retrouvaient face aux Viet Minh en Indochine, quand ils avançaient, quand ils essayaient de se défendre avec leurs grenades leur explosaient dans les mains, parce qu'elles avaient été trafiquées par les militants du Parti communiste français dans les arsenaux français. Donc beaucoup de jeunes se sont sentis qu'ils ont été trahis par les démocrates français, et évidemment avec un coup de poignard dans le dos de la part des communistes. Et à ce moment-là, beaucoup ont rejoint le mouvement Jeune Nation des frères Sidos. Bueno, de principio el movimiento Jeune Nation era bastante pequeño, que tenía dificultad de salir de la clandestinidad y no tenía mucho espacio. Pero en el mismo tiempo, pensar que Francia entonces tenía un imperio bastante importante, hasta que se decía que el sol nunca tramontaba en Francia, en el territorio francés. Y empezó la guerra de Indochina que se acabó en 1954. Muchos jóvenes, en particular los que habían combatido en Indochina, o sea, lo que conocemos hoy como Vietnam, han tenido la impresión de ser traicionados por su propio Estado y por sus propias instituciones. Encima, los comunistas habían dado como orden a los comunistas que estaban clandestinos en el ejército de trabajar, de sabotar las armas y sobre todo las bombas, las granadas, para ayudar al enemigo, o sea, los comunistas de Ho Chi Minh. Y había gente que se moría intentando tirar su granada porque la granada estaba saturada y sabían que eran los comunistas y tal. Con lo cual, por eso empezó sobre todo a partir de este mundo, empezó una ola de simpatía hacia el movimiento Jeune Nation de los hermanos Sidos. À ce moment-là, un autre phénomène est apparu au milieu des années 50, ça a été le
problème de la ruralité et en particulier le problème lié à la désertification des campagnes et à l'apparition de nouveaux modes de production, de distribution, ça a certainement peut-être été le cas en Espagne aussi, avec l'apparition des supermarchés, d'une nouvelle vie un petit peu qui était celle des années 50, mais qui a heurté une grande partie des populations rurales en France, et s'est créé un phénomène en France qui a été très court, très éphémère, mais en fait qui a beaucoup marqué cette époque-là. Ça a été le mouvement Poujade. Le mouvement de Pierre Poujade, c'est-à-dire c'est un mouvement de commerçants et d'artisans, mais qui a pris une ampleur énorme. En quelques semaines, ça a été une véritable révolution à travers le pays. Les perceptions étaient saccagées, les gendarmeries attaquées, enfin bref, on était quasiment dans une situation d'insurrection politique. Et aussi, il y a eu des élections à ce moment-là. Le mouvement Poujade a présenté des candidats aux élections, pensant d'ailleurs pas qu'il aurait des élus, et ça a été pas un raz-de-marée, enfin en tout cas des résultats très importants, puisque des dizaines et des dizaines de députés poujadistes ont été élus. Parmi ceux-là, rappelons qu'il y avait entre autres Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, qui faisait sa première expérience politique à cette époque-là. Bueno, también hubo otra situación, o sea, estaba cambiando el mundo, sobre todo en los nuevos campos había problemas y estaban naciendo primero grandes almacenes de supermarket, como era, y la gente en que entonces vivía distintamente, hubo también revueltas de campesinos que atacaban hasta la policía, y nació un movimiento que no era de derechos, era un movimiento para defender los derechos, si queréis, de la clase medio pequeña, que fue encabezado para un señor que se llamaba Poujade, y que se llama, según coge el nombre del nombre de él, o sea, se llama Poujadismo. Ese se presentaron a las elecciones sin pensar que tener elegidos, tenía un montón de elegidos, de diputados, entre ellos fue la primera vez diputado, fue el más joven diputado de Francia, Jean-Marie Le Pen. Alors, bon, là, pour le moment, je vous fais un rapide histoire sur l'histoire de la droite nationale, mais on va arriver très vite un petit peu au sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui. À peine le mouvement Poujade a-t-il envoyé une soixantaine, je crois, ou 70 députés à l'Assemblée. Un nouveau problème arrive en France, c'est en Algérie. À l'époque, l'Algérie est française, et les nationaux, les séparatistes algériens, les indépendantistes algériens commencent à mener une guerre très dure contre l'armée française, et ce qu'on n'a jamais voulu appeler une guerre, ce qu'on a appelé pudiquement des événements, font que partie de la population, là aussi, se commence à se prononcer, soit pour l'Algérie française, soit contre l'Algérie française. Évidemment, la droite nationale, les poujadistes, Jeunes Nations, tous ces mouvements prennent fait et cause pour la défense de l'Algérie française, qui a été le thème porteur du mouvement national à la fin des années 50 et au début des années 60. Mais c'est aussi le thème qui a permis à De Gaulle, qui avait quitté le pouvoir en 1947, de revenir au pouvoir en 1958, d'être rappelé au pouvoir comme étant l'homme qui devait défendre l'Algérie française. Les généraux l'appellent au pouvoir, et Alger, c'est le retour de Gaulle au pouvoir qui très vite va mener une politique totalement contraire à celle qu'il avait promise, c'est-à-dire il va s'orienter vers l'indépendance de l'Algérie qui arrivera en 1962. Bueno, entretanto hay otro gran problema, el gran drama de la sociedad francesa es la guerra en Argelia, guerra en Argelia, que entonces era francesa. Bueno, empezó esta guerra por la independencia de Argelia. Los franceses se dividieron en dos, por la Argelia francesa y luego por la Argelia argelina. Y
la derecha nacional fue toda del lado de la Argelia francesa pero en 58 los generales en Argelia con un putsch llamaron al poder Charles de Gaulle que tenía que guardar la Argelia francesa y de Gaulle cuando tuvo el poder y cambió la constitución y tal cambió la política y dejó caer Argelia. Alors, l'arrivée de Gaulle au pouvoir, le retour de Gaulle au pouvoir en 1958 a eu un effet immédiat. Ça a été la disparition totale du mouvement Poujade et de la représentation parlementaire de la droite nationale, puisqu'à côté du mouvement Poujade, il faut le souligner, il y avait quelques députés qui avaient été élus sous différentes étiquettes en province en particulier, et qui ont tous été laminés aux élections qui ont eu lieu en 1960 et 1962. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que De Gaulle a entamé à ce moment-là une vague de répression terrifiante contre les militants nationalistes, dont une partie d'entre eux était passée à la lutte armée avec l'organisation de l'armée secrète, puisque en 1961, les généraux français à Alger avaient décidé de tenter de renverser le pouvoir à Paris. Ça n'a pas été une grande réussite, c'est le moins que l'on puisse dire, mais enfin en tout cas ils ont tenté de changer la politique et à la suite de ça, s'est créée l'organisation armée secrète qui regroupait en grande partie évidemment des militaires qui ne voulaient pas voir l'Algérie devenir algérienne et des militants nationalistes qui ont basculé dans la lutte armée. Pendant un an et demi, ça a été une guerre sans pitié que les gaullistes ont menée aux nationalistes, ce qui a permis même, il faut le savoir, d'ouvrir en France des camps de concentration, comme ça a été le cas à Saint-Maurice-l'Ardoise, dans l'Ardèche, où ont été enfermés des militants nationalistes par centaines, voire peut-être plus d'ailleurs, à cette époque. Bueno, la llegar de Gaulle, el poder de Gaulle en cambiar la Constitución, no solamente el Parlamento fue, la gente los partidos del Parlamento perdieron todos sus diputados, el pujolismo desapareció, pero también había otros diputados nacionalistas elegidos en provincias que desaparecieron también. Y de Gaulle empezó una política de represión bastante fuerte a su derecha. Y en eso, luego como hubo los militares traicionados en Argelia y empezaron a luchar en forma clandestina y también armada, creando lo AES contra De Gaulle, eso facilitó la represión ideológica y política y hasta fueron creados, aunque no se hable ahora de eso, de campos de concentración real, donde fueron puestos la gente solamente por sus ideas para controlarla mejor. Oui, et donc pour la deuxième fois en 20 ans, même pas 20 ans d'ailleurs, en 15 ans, la droite nationale française est laminée. Des militants sont même fusillés, c'était le cas de Jean-Marie Massien-Théry, ça a été le cas du lieutenant Roger de Gueldre, ça a été le cas de Piex, de Novcar et d'un certain nombre d'autres qui ont été fusillés par le régime gaulliste. Beaucoup ont été mis en prison, le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise était rempli comme c'est pas possible de l'être. Enfin bref, donc la droite nationale en 1962, pour la deuxième fois après 1945, est complètement laminée en France, elle n'existe plus. Alors là, un certain nombre de gens commencent à se poser la question, la fameuse question, celle qui est récurrente dans l'histoire des idées, que faire? Que faire? Alors il y a deux possibilités, il y a eu deux approches des choses. Il y a eu une approche qui a été celle de Jeunes Nations, en fait, ce qui restait de Jeunes Nations, parce que Jeunes Nations avait été dissous, il s'était reconstitué sous différentes appellations. Donc il y a eu Jeunes Nations et Pierre Sidos qui ont voulu continuer le combat national dans la fidélité aux idées du maréchal Pétain, à l'Algérie française, dans un monde qui, hélas, peut-être, enfin un monde en tout cas qui n'existait plus en 1962, au début des années 60. Et puis, une partie de Jeunes Nations, des militants de Jeunes Nations, en particulier
autour de Dominique Vénère, ont commencé à imaginer un autre espace politique. Et cet espace, c'est l'espace européen. C'est-à-dire que c'est une rupture totale avec la tradition maurassienne de la droite nationale française, la tradition qui veut la France seule, la France toujours, la France plus forte que tout. Et là, on arrive maintenant à une autre conclusion, face aux nouveaux enjeux qui sont ceux du début des années 60 et qui vont évidemment s'amplifier dans les années suivantes. Il est temps d'envisager une dimension européenne à notre combat. Bueno, 17 años después hubo la segunda represión fundamental en Francia, desde 45 62. 62, bueno, no hubo 10.000 personas, pero hubo algunos por privados, un montón de gente prisionera y todos los grupos disueltos y ningún espacio político. Con lo cual se puso la cuestión habitual de esta situación, ¿qué hacer? Y lo que quedaba de lo que salía de Generación, porque han tenido que cambiar nombre miles veces, se quedaba como lógica del nacionalismo francés, pero sin explicar bien lo que había que hacer. Otros grupos, por ejemplo, encabezados por Dominique Vénère, empezaron a reaccionar de manera distinta, o sea, a tener otro espacio y a ver un nationalisme révolutionnaire qui tenait un marque européen. Alors c'est à ce moment-là que Dominique Vénère écrit un texte fondamental dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, il a peut-être d'ailleurs été traduit en espagnol, je ne sais pas là non plus, pardonnez-moi mes connaissances, mais c'est la critique positive. La critique positive qui, depuis cette époque-là, a été rééditée, qui est la base du combat national révolutionnaire, y compris aujourd'hui d'ailleurs en France. Donc la critique positive est écrite par Dominique Vénère, bien qu'il s'en défende, bien qu'il ait toujours dit que c'était pas lui qui l'avait écrit. Enfin bon, on va considérer qu'en tout cas il a inspiré. La critique positive a été écrite à l'époque où Dominique Vénère était en prison, et un certain nombre de ses amis aussi d'ailleurs, et c'est à ce moment-là que ce texte bouleverse totalement la donne au sein de la droite nationale française et donne naissance à un mouvement d'inspiration nationaliste révolutionnaire qui existera d'abord en milieu étudiant, enfin se développera en milieu étudiant avec la Fédération des étudiants nationalistes, qui donnera naissance à une revue, Europe Action, qui a été une mensuelle de qualité, dont le rédacteur en chef était quelqu'un dont le nom vous dira peut-être quelque chose, Jean Nabire, qui a écrit de nombreux livres ensuite sur l'histoire de la dernière guerre mondiale. Europe Action a existé pendant quelques années et va donner, ça on va en parler après, naissance à bien d'autres tendances. Bueno, praticamente en ese momento Dominique Vénère escribe o inspira, porque él dice que no lo había escrito él, durante su prisionía, un libro que se llama Por una crítica positiva, que a lo mejor ha sido traducido en España o a lo mejor no, que es algo muy radical, no dal punto di vista, eso lo añado yo, pero dal punto di vista dello slogan o del cuanto soy malo, cuanto soy fuerte, o sea, radical con el método, con ir a la raíz, con ser impietoso en el mirándose. Y esta situación, esta nueva lógica, acompañada por varias cosas, entre otras una revista que se llama Europa Acción, cuyo director lo mejor conocéis porque ha escrito más que 100 libros, que se llama Jean Nabire, ha traído esta línea nueva que ha cambiado un poquito el viento en la dirección nacional francesa. Alors, Europe Action jette les bases d'un nouveau combat, d'un nouvel espace politique, mais vous savez, la France, c'est la Gaule, et en France, on a l'habitude de se fâcher, donc très vite, des scissions apparaîtront, des fêlures apparaîtront. Il y aura à un moment donné quand même un sursaut de la droite nationale, c'est au moment de la campagne présidentielle de 1965, où, grâce au travail, enfin en tout cas au fait qu'il
qu'il ait beaucoup poussé. Jean-Marie Le Pen a poussé un avocat très connu à cette époque-là, puisqu'il avait sauvé la tête du général Salon, qui était le principal chef de la conjuration en Algérie en 1962, donc et un des fondateurs de l'OS, en tout cas des inspirateurs de l'OS. Jean-Marie Le Pen avait sauvé Jean-Louis Dix-Sévignan-Court avait sauvé la tête du général Salon, et c'est lui qui s'est retrouvé candidat à la première élection présidentielle de 1965, mais son score sera considéré par beaucoup comme étant décevant, puisqu'il fera aux alentours de 5% des voix, alors qu'il espérait faire beaucoup plus. Bueno, en este momento empezamos. Francia es un país galo y como tal hay siempre problemas de luchas entre personalidades y tal. Entonces el alcance de Europa Acción tiene bastante celos y problemas y risas. Entre tanto, Jean-Marie Le Pen piensa de proponer en la primera batalla de campaña presidencial frente a Charles de Gaulle, el abogado que había defendido con suceso el jefe de la artillería francesa y prácticamente destinador del OS, el general Salan. Entonces empieza esta batalla electoral con una caravana que se llama la caravana de Vignacourt, a la cual yo creo que participa también Brigitte Bardot. Dit-on. Y van a tener un porcentaje que les decepciona, que es del 5%. Alors donc au lendemain de l'élection présidentielle de 1965, alors là ce n'est pas la répression, ce n'est pas l'histoire, c'est tout simplement le constat d'échec qui fait que la droite nationale en tant que telle disparaît pratiquement de l'échiquier politique. Il y aura, à part quelques candidats ici et là aux élections et quelques mouvements, en particulier dans les universités, mais qui resteront quand même très limités, une absence totale de la droite nationale française. Europe Action cesse de paraître, à part trois grands hebdomadaires, trois hebdomadaires en tout cas, dont l'un plus important que les autres, Journal Minute, qui continue à exister et qui à l'époque est vendu à près de 250 000 exemplaires. Il existe évidemment l'hebdomadaire Rivarol qui existe depuis les années 50, et l'Action française qui continue à apparaître aussi, bien sûr, quand même en tant qu'hebdomadaire. Mais à part ces quelques journaux, à part quelques clubs de pensée, quelques sociétés savantes, quelques mouvements activistes, globalement, la droite nationale est totalement en dehors du goût, en particulier lorsqu'éclatent les événements de mai 68. Bueno, esta decepción, más que las peleas anteriores, paraliza un poquito el mundo del derecho nacional, que cae en un sentido de derrota. Prácticamente el partido Europa Acción no saca más la revista, los grupos, los partidos pequeños, los partidos van a desaparecer, que se quedan algunos elegidos a lo mejor a nivel universitario, pero todo está bastante en derrota, y en este momento es contra 68. J'oubliais juste de préciser aussi, c'est quand même très important, il y a quand même au milieu de tout cela un rock. Ce rock, c'est Maurice Bardèche, immense intellectuel, qui a une notoriété extrêmement importante. Il est professeur dans des grandes écoles, c'est le beau-frère de Robert Brasillac. Il a toujours défendu son beau-frère, la mémoire de son beau-frère, et il édite une revue de prestige à l'époque qui s'appelait Défense de l'Occident. Sí, hay que considerar que también hay en esta situación una roca. Esta roca es representada de Maurice Bardèche, que es un gran intelectual, pero es un gran intelectual militante, que es el cuñado de Robert Brasillac, y que él sigue, empezó enseguida y sigue la ruta,
y en este momento se está editando una revista importante que se llama Defensa del Cine. Alors, dans cette situation un peu confuse et un petit peu désespérée, il ne faut jamais désespérer, bien sûr. Et il commence à apparaître des groupes, en tout cas des volontés, qui vont incarner dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent le renouveau nationaliste en France. Alors, d'une part, il y a autour des restes de Grande Action un certain nombre de gens qui créent une revue qui s'appelle Éléments et une autre revue qui s'appelle Nouvelle École, avec comme autour d'un de ces animateurs qui ressort du lot, si je puis dire, sans aucun mépris évidemment pour les autres, puisque c'est Alain Benoît qui prend déjà l'envol pour devenir un intellectuel de premier plan, comme c'est le cas aujourd'hui en France. Donc Alain Benoît crée la revue Nouvelle École, la revue Éléments, le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne, le GRES, qui aujourd'hui encore, d'ailleurs, sous des formes un petit peu différentes, enfin Éléments, Nouvelle École existe toujours, mais le GRES sous d'autres formes peut-être, continue un travail important, partant du principe qu'il faut reconquérir aussi l'espace culturel. Bueno, en esta situación desesperada, en la cual siempre hay que pensar que no hay que desesperar, el movimiento nacional tiene nuevas ideas y nuevos impulsos. Y por ejemplo, de eso, uno de esos, lo que se refiere, salen unas revistas que se llaman una Alemán y otra se llama Nouvelle École, y luego también se crea el movimiento que se llama GRES, y donde hay mucha gente de espesor, en particular un intelectual que se destaca sobre los demás, que es Alain Benoît, y ahora 50 años después, Éléments y Nouvelle École siguen. El GRES como tal no existe, pero en realidad es como si existiera, está siguiendo el mismo trabajo y bien. Y la idea es que también hay que conquistar los espacios culturales y las almas y las cabezas de la gente. Alors donc parallèlement à cette voie culturelle, d'autres choisissent le combat politique et le combat militant. Tout d'abord, dans un premier temps, au sein d'un mouvement qui aurait une existence éphémère qui s'appelle le mouvement Occident, qui se transformera à la fin des années 60 en mouvement Ordre Nouveau. À la tête d'Ordre Nouveau, un certain nombre de gens qui feront beaucoup parler d'eux sont déjà là, en particulier François Duprat, Jacques Marchal, Alain Robert, d'autres qui finiront d'ailleurs plus tard, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais dans les années du pouvoir, comme Alain Madelin ou Gérard Longuet, qui finirent ministre, l'un a même fini ministre de l'économie à un moment donné, sous je ne sais plus quel gouvernement de Chirac, mais ça c'est bien après. Donc ce qui est important là-dedans, c'est le mouvement Ordre Nouveau. Et très vite, le mouvement Ordre Nouveau, par un activisme très important, va regrouper pratiquement toutes les formations, tous les groupuscules, tout ce qui restait un petit peu de la droite activiste française, que ce soit à l'université, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans les sections en province ou à Paris, et va faire beaucoup parler de lui en organisant des meetings très importants avec tout un décorum que certains qualifieront, certains journaux n'hésiteront pas à qualifier de néo-nazis, allez donc savoir pourquoi. Bref, le mouvement Ordre Nouveau est la première tendance politique qui s'affirme en France et qui va avoir une importance beaucoup plus grande que celle que imaginaient certainement à ce moment-là ses responsables.
Bueno, también hay gente que prefiere, que elige la posición activista o militante, y esta gente empieza se empieza con el movimiento Occident durante el 68, luego nace Ordre Nouveau. Ordre Nouveau, aquel participa en personas de cierta importancia, como François Duprat, como Jacques Marchal, como Alain Robert, y también que habrá también gente que luego entrará en la derecha del poder, como Bazaine o como Longuet. Ordre Nouveau tiene una actividad bastante fuerte, una capacidad organizativa, una capacidad escénica que han llamado, los medios llamaron de neonazi, y rápidamente llegó a reunir prácticamente casi todos los grupos activos y teniendo un suceso superior a lo que habían imaginado los fundadores. Alors, on va parler d'Ordre Nouveau et de tout ce qui va naître autour d'Ordre Nouveau dans les années qui viennent. Je fais juste une petite parenthèse pour rappeler quand même, et c'est nécessaire, que le mouvement traditionnel d'Action française, elle continue évidemment à exister avec son journal, et à ce moment-là, une nouvelle base de recrutement avec les événements qui se sont passés dans l'Église catholique, en particulier avec le Concile de Vatican II, où apparaît ce qu'on appelle le mouvement traditionnaliste en France, et l'Action française sera très liée à ce mouvement et regroupera autour d'elle un certain nombre de gens qui sont concernés, qui se sentent concernés par ces événements survenus dans l'Église. Oui, nel mismo tiempo siguen lo que ya existían, o sea, no es que han desaparecido, entre otros la Acción Francesa, y como ha habido el Concilio Vaticano II un montón de problemas en la Iglesia y en algunos mundos católicos, la Acción Francesa, para empezar, encuentra contactos con nuevos rebeldes católicos. Alors, si j'ai fait ce panorama un petit peu de toute la famille nationale française, c'est pour que vous compreniez bien ce qui va se passer dans les mois dans les années qui suivent. Donc là, on est au début des années 70. Bon, j'espère que je ne suis pas trop long et trop fastidieux. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je ne vais pas trop vous imposer cette histoire. Mais enfin, puisque c'est le thème, je pense que c'est important de resituer toute cette période-là pour comprendre ce qui va se passer à partir de maintenant. Bueno, scusate, pide perdón si es fastidioso, si os aburre, pero es que ha tenido que decir todo eso para explicar lo que va a pasar a partir de los años 70 hasta ahora si no tenemos el plan claro. Alors, Ordre Nouveau, qui occupe le terrain et qui fait beaucoup parler de lui à ce moment-là, commence à envisager à se présenter aux élections, pour les élections, c'est le paramètre un petit peu de vie politique. Eh bien, dans le système dit démocratique français, Ordre Nouveau décide, au début des années 70, de créer une structure beaucoup plus large visant à rassembler toutes les forces nationales un petit peu éparses qui existaient dans une volonté commune de recréer une droite nationale en France. Alors il faut savoir qu'il y a un événement important qui a été qui a joué son rôle à ce moment-là, c'est la disparition du général de Gaulle, considéré comme étant le traître et celui qui empêchait toute possibilité d'émergence d'un véritable mouvement national à ce moment-là. Donc Ordre Nouveau décide de créer un mouvement, et ce mouvement, c'est le Front National, et il fait appel à la direction de ce Front National, un homme qui avait été député, qui avait quelques années de plus que l'ensemble des responsables de cette époque d'Ordre Nouveau, qui étaient pour la plupart des jeunes gens qui avaient 20 ans, 25 ans. Moi-même, j'ai adhéré à Ordre Nouveau quand j'avais 14 ans, j'étais assez jeune à ce moment-là, donc on n'avait pas véritablement de volonté politique, ou tout du moins cette volonté se résumait souvent à peindre des croix celtiques sur les murs. Donc Ordre Nouveau a fait appel à un personnage qui avait, lui, une dimension politique, qui avait un certain historique, si je puis dire, et cet homme, c'est Jean-Marie Le Pen, qui deviendra très vite, qui est l'un des fondateurs du Front National, qui en sera le premier président,
Et là, une nouvelle aventure commence pour le mouvement nacional. Bueno, como en política hay la idea que ver las elecciones como barómetro, Orden Nuevo piensa que también de disfrutar el momento particular con la muerte de Gaulle, que ya había perdido el poder hace un año antes, y que eso, pues, según ellos, podía permitir un relance de la derecha nacional y intentar de presentarse a la elección. Entonces van a fundar un partido, el Frente Nacional, y van a pedir a que sea el jefe o el portaparol, el principal personaje, sea un antiguo diputado, que es Jean-Marie Le Pen. Alors, Ordre Nouveau se réclame comme étant un mouvement nationaliste révolutionnaire. Le Front National, lui, a l'évocation électoraliste du rassemblement des forces nationales. Mais Ordre Nouveau veut être l'élément moteur du Front National. En 1973, donc pour la première fois, le Front National se présente aux élections. Malheureusement, comme quoi il faut être patient en politique, les résultats ne correspondent pas à l'espérance qui était celle de retrouver un petit peu ceux qui avaient été ceux de Tixier-Villoncourt en 1965, c'est-à-dire d'approcher les 5%. Je précise que les 5% ont une importance dans la vie politique française puisque ça correspond au remboursement par l'État de la campagne électorale. Voilà. Mais donc en 1973, le Front National n'obtient pas ces 5%, et évidemment, là encore, une nouvelle crise éclate, et il faudra, se créer un autre mouvement qui est en grande partie dirigé par les anciens responsables d'Ordre Nouveau. Il s'agit du Parti des Forces Nouvelles, du PFN, et pendant une dizaine d'années, on va avoir une concurrence entre le Front National et le PFN. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus parce que ça a été une période qui a correspondu un petit peu à la fin du gaullisme en tant que gaullien, en fait, autant que le gaulliste ayant un lien direct avec le général de Gaulle, parce qu'après, tous les mouvements qui se sont réclamés des gaullistes étaient évidemment, on était bien loin, en particulier le chiracisme. Mais le Front National, pendant 10 ans, il y a eu la période Giscard d'Estaing, donc qui a été une période un petit peu où il ne se passait pas grand-chose. Enfin bon, le Front National et le PFN ont une vie parallèle. Et voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais en 1980, il y a un événement qui survient, c'est l'arrivée des socialistes au pouvoir. Et des communistes. Oui, les socialistes alliés aux communistes. Donc évidemment, l'arrivée des socialistes et des communistes au pouvoir, c'est un traumatisme pour la droite dans son ensemble. Pour la droite libérale, pour la droite conservatrice, pour la droite démocrate chrétienne, et pour la droite nationale qui ne représente pas grand-chose, mais très vite, Jean-Marie Le Pen voit dans cet événement la possibilité de faire émerger son mouvement. Bueno, ¿qué pasa? En 73 el Frente Nacional, primero, el Frente Nacional se presenta como fuerza nacional, Orden Nuevo como fuerza nacional revolucionaria, pero la idea no es que sean en competición, es que Orden Nuevo sea la vanguardia, el motor de un partido que tiene que tener elegidos. Pero lo que pasa es que tiene una decepción electoral, porque y es la prueba que nunca hay que desesperar, porque si da tiempo. Porque, ¿qué pasa? Porque el partido está muy lejos, muy debajo del 5% que había tenido Tixier-Villoncourt, pero no es solamente algo de psicológico, es que del 5% vas a tocar la indemnización, el pago del Estado, entonces tienes medios. Y entonces, prácticamente, esta decepción crea como siempre una ficción. No vamos ahora a explicar quién tiene razón, quién tiene todo esto, quién tiene razón y quién no, pero nace otro segundo partido, es el partido de Force Nouvelle. Y durante un cierto tiempo, casi 10 años, el Frente Nacional y el partido de Force Nouvelle son en competición entre ellos, pero viven así, un poquito sin nada más. Hasta que en el 81 hay un pasaje, o sea, llega Mitterrand al poder, pero Mitterrand llega trayendo los socialistas y los comunistas. Y eso crea un escándalo, un problema, un drama a la derecha nacional, y de eso va a aprovechar Jean-Marie Le Pen.
Alors, à l'époque de Giscard, donc à la fin des années 70, il y a quand même un événement important dont il faut parler. Tout d'abord, en 1978, tout d'abord, en 1977, il y a un petit événement qui n'aurait pas une grande signification politique pour la première vue, et qui pourtant va avoir des immenses conséquences. Un jeune militant solidariste, alors le mouvement solidariste en France est l'une des nombreuses appellations du mouvement national révolutionnaire, et donc un jeune militant solidariste, pour ceux qui l'ont connu, je pense un petit peu désespéré par les événements de la vie, se suicide dans le local de l'Aéroflotte. L'Aéroflotte, c'est la compagnie soviétique, à l'époque on est en pleine Union soviétique glorieuse Union soviétique, se suicide sur les Champs-Élysées dans le hall de l'Aéroflotte. Ce militant s'appelle Alain Escoffier. Alain Escoffier, qui a d'ailleurs été immortalisé par une chanson en Italie de la compagnie Lealo, mais ça c'est autre chose. Et donc Alain Escoffier se suicide, et l'enterrement d'Alain Escoffier a lieu quelques jours plus tard, et là deux hommes se rencontrent. Ces hommes, c'est Jean-Marie Le Pen et Jean-Pierre Stirbois. Alors Jean-Pierre Stirbois est à l'époque le responsable du mouvement solidariste, enfin l'un des principaux responsables du mouvement solidariste, et Jean-Marie Le Pen est à la tête du Front National, qui ne représente pas grand-chose, il faut bien le dire. Un autre événement, rapidement, c'est l'assassinat, pour des raisons qui restent encore inexpliquées jusqu'à présent, de François Duprat. François Duprat, qui était un des éléments importants de la direction du Front National, et en particulier un de ceux qui, par les groupes nationalistes révolutionnaires au sein du Front National, représentaient une grande partie des militants du Front National de l'époque. Donc l'assassinat de François Duprat et l'arrivée de Jean-Pierre Stirbois va bouleverser un petit peu la donne au sein du Front National, et grâce à cela, Jean-Pierre Stirbois, qui a une véritable vision de conquête du pouvoir, que le Front National avait peut-être un petit peu perdu à ce moment-là, lui redonne cette vision, cette volonté de conquête du pouvoir, et là pour le Front National, une nouvelle aventure va commencer avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Bueno, dos muertos. Los muertos tienen también importancia porque en 78 un joven militante solidarista, una de las familias, de los grupos de la familia nacional revolucionaria francesa, se da fuego delante del local del Aeroflot. Y a su entierro se encuentran Jean-Marie Le Pen y Jean-Pierre Stirbois, que está con el Partido Français. Non, il était du mouvement solidariste. Que en ese momento era del movimiento solidarista. Y que tenía una mentalidad muy práctica, muy concreta, muy conquistadora, o sea, un hombre de terreno, pero de organización. Y empiezan a juntarse, también hay la muerte de François Duprat, asesinado, no sé, nunca se sabe por quién ni cómo, y entonces empieza esta relación entre Jean-Marie Le Pen y Stirbois, que será bastante significativa, y entre tanto llega la izquierda al poder. Je ne pense pas qu'Alain Escoffier, lorsqu'il s'est donné la mort dans le siège de l'Aéroflot à Paris, pensait un instant les conséquences positives, si je puis dire, de son geste. Seguramente Alain Escoffier, cuando se ha dado la muerte delante del Aeroflot, no podía pensar a las consecuencias positivas de su gesto. C'est-à-dire que la rencontre entre je connaissais déjà par le passé, la rencontre, les retrouvailles entre Jean-Pierre Stirbois et Jean-Marie Le Pen allaient donner naissance, dans les mois et les années qui viennent, au début des années 80, à un grand mouvement national qui allait émerger à partir des élections de 1983, puis les européennes de 1984, et qui allait être l'épicentre de la vie politique française jusqu'au début des années jusqu'il y a quelques années.
Bueno, porque el encuentro y la colaboración entre de Jean-Marie Le Pen y de Stilbois ha dado origen a algo que ha permitido al movimiento nacional de ser crecer, ser al epicentro de la política francesa justo hace algunos años. Alors, effectivement, dès le début des années 80, toute la droite nationale s'est fédérée naturellement, si je puis dire, derrière le Front National émergent. Et pendant 30 ans, le Front National ne va cesser de grandir d'élection en élection, de grappiller 2-3% pour arriver à cet événement surnaturel à laquelle personne n'avait pensé. C'est la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Bon, il faut savoir que la vie politique française se résumait jusqu'à présent entre 4 partis, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, le Parti Gaulliste, enfin ce qui restait du Parti Gaulliste, le Rassemblement pour la République, et la droite libérale, démocrate chrétienne, qui s'appelait l'UDF à l'époque, Union pour la démocratie française. Donc la vie politique se partageait entre ces 4 partis, et là, coup de tonnerre, émerge, début des années 80, le Front National qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de voir des nouveaux adhérents, des nouvelles sections, qui passe, sachez-le, en 1981 à moins de 100 adhérents dans toute la France, à plus de 40 000 adhérents en 1985. Bueno, eso cambia todo el panorama político hasta llegar en 2002 con Jean-Marie Le Pen a la segunda ronda de la elección presidencial. Y cambia todo porque hasta aquel entonces en Francia había 4 partidos, había 2 partidos de centro-derecha, el Partido Socialista y el Partido Comunista. La llegada fuerte de este partido, el Frente Nacional, que no acababa de salir, de crecer, de engrandecer y encima de traer en su dinámica también todo el mundo nacional revolucionario hasta fuera de él. Fue algo significativo. Pensar que en 1980 el Frente Nacional no tenía ni 100 adherentes en toda Francia y en el 85 tenía más de 40.000 inscritos. Alors évidemment, cela ne se passe pas parfois sans imprévu et sans drame. En 1988, Jean-Pierre Stilbois mourra dans un accident de voiture à côté de Paris. Mais le Front National, lui, continue sur sa lancée, il doit en grande partie au travail de Jean-Pierre. Le Front National continuera son évolution, continuera sa marche inexorable. Les partis du pouvoir, les partis du système sont très inquiets. Ils se demandent comment cela va s'arrêter. Est-ce qu'il est possible d'arrêter? On entend tout, les provocations, les campagnes de calomnie, on raconte n'importe quoi sur Jean-Marie Le Pen, c'est sur certains responsables du Front. Enfin bon, je ne vais pas vous énumérer tout cela, mais ça a été aussi, toute cette période a été émaillée d'actes très durs, sans parler des attentats, sans parler des arrestations, sans parler de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, le mouvement national reprend sa place avec ses différentes composantes à l'intérieur ou aux marges de celui-ci, dans la vie politique française, et c'est ce qui est important. 2002, Jean-Marie Le Pen est au second tour, c'est coup de tonnerre. Là, le système ne sait plus très bien quoi inventer pour essayer de se sauver, car il sait qu'à terme, il risque de s'écrouler et de payer très cher toutes ces incuries et toutes ces erreurs politiques. Por desgracia, en 1988 Jean-Pierre Stilbois se muere en un accidente de coche. Pero a pesar de eso, el Frente Nacional sigue trayendo consigo todo lo que hay a su interior, y no solamente a su interior, a su alrededor y a su margen. Y en realidad el sistema tiene, bueno, sí, el sistema, digamos, también a veces la gente, los antifascistas a veces inventan un poco todos entre las calumnias, mentiras, provocaciones, atentados y tal para parar la subida de Jean-Marie Le Pen y del Frente Nacional sin suceso. Y no saben cómo hacer porque
muchos van a pagar la cuenta del fracaso. Lorsque j'étais jeune militant, il m'est arrivé plusieurs fois de venir à Madrid le 20 novembre. Et à l'époque, vous vous souvenez évidemment tous de ces immenses rassemblements, Plaza de Oriente, et tous les camarades français qui étaient avec moi étaient impressionnés. On se disait jamais en France ça pourrait arriver. L'Espagne, c'était formidable. Voilà, c'était quelque chose, on était après, quand on revenait de Madrid, on était tombé pour 3 mois. Il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. Et puis finalement, en France, on a commencé à avoir des rassemblements, aussi importants certes, mais autour de Jean-Marie Le Pen, des manifestations très importantes, rassemblant plusieurs dizaines de milliers, voire beaucoup plus de personnes. Et comme quoi, ça pouvait aussi arriver en France. Alors, maintenant, on va passer un petit peu plus loin, parce qu'on ne va pas faire tout l'historique de cette époque-là, ça serait aussi fastidieux, j'imagine. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, 40 ans après l'émergence du Front National, beaucoup de militants sont déçus. D'abord, il faut voir une chose, c'est que le contexte politique n'est plus le même. On n'est plus dans le contexte de la guerre froide, on n'est plus dans le contexte d'une Union soviétique impérialiste, on n'est plus dans le contexte d'une Amérique d'un Occident se voulant de rempart face au communisme. On est aujourd'hui sous le joug de l'hyperclasse mondialiste. Le communisme s'est écroulé avec le rideau de fer, il est réapparu finalement sous une autre forme, c'est l'internationalisme, voire le mondialisme. Et l'hyperclasse mondialiste aujourd'hui qui dirige le monde veut la destruction des nations et des civilisations, et tout cela passe entre autres par le grand brassage de civilisations, à savoir le grand remplacement théorisé par un intellectuel français qui s'appelle Renaud Camus, qui voit dans ce grand brassage des populations la création d'un vaste marché mondial juste bon à enrichir les multinationales apatrides. Donc je venais ici en Espagne avant avec les autres camarades, après on était drogués pendant 3 Cuando venía aquí en España junto a unos camaradas más, estábamos drogados durante meses para ir a ver a la gente, el número de gente que podía ver a la Plaza de Oriente y tal, y decíamos nunca más será posible en Francia. Luego, aunque no hemos llegado a 600.000 personas, 700.000 personas, miles y decenas de miles de personas, a los meetings de Le Pen, lo cual nos ha hecho revivir. Ahora, pero 40 años después, hay mucha decepción en el Frente Nacional en Francia. Hay que decir también que ha cambiado mucho, o sea que no estamos en la misma situación que entonces, no existe la amenaza del imperialismo comunista, no hay el occidente que tiene que defenderse del comunismo, y el comunismo se ha muerto, mejor dicho, se ha cambiado en el internacionalismo, en la globalización, en el mundialismo, y está detrás o está en la misma lógica del cambio de la población, de la muerte de las civilisaciones y de la muerte de las naciones. Alors, l'âge aidant, Jean-Marie Le Pen a aujourd'hui 90 ans, ou presque, il va les avoir dans quelques jours, mais il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années, 7 ou 8 ans, il a décidé de passer le flambeau du Front National à sa fille Marine. Et là, ça a été, la décadence a commencé. Bueno, Jean-Marie Le Pen, que dentro de unos días, de un mes en realidad, va a cumplir 90 años. Hace 4 años decidió, hace unos años decidió de dejar su puesto a su hija, de dar el testigo a su hija, pero empezó la decadencia. Alors, vous allez peut-être trouver que je suis dur à l'encontre de Marine Le Pen, mais croyez-moi, les militants nationalistes et nationalistes révolutionnaires ont de bonnes raisons de l'être. Car l'aboutissement de 40 ans de combat a fait que de plus en plus de nos compatriotes
se sont rendus compte de la véracité de tout ce que nous disions, de toutes les campagnes que nous avons menées, de tout ce que nous avons écrit, de tout ce qui a été dit dans nos journaux, nos revues, nos radios, tout ce que nous avons pu dire. Eh bien, ce message commence à s'avérer auprès de nombreux Français comme une vérité. L'immigration, dont je rappelle le mouvement Renouveau a été le premier, enfin non le deuxième, parce que c'est vrai que l'Europe Action, on avait déjà parlé dans les années 60, mais enfin c'était pas dans la proportion de ce que c'est devenu après. L'immigration de masse qui envahit la France, et en particulier l'immigration venue d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de Français ont du mal à se retrouver chez eux en France. Bueno, yo puedo parecer un poquito demasiado duro hacia Marine Le Pen, pero toda la gente, todos los nacionalistas revolucionarios franceses lo son, porque llegamos a un tiempo en el cual todos los que habíamos dicho y predicho se vuelve verdad y todo el mundo lo ve. Ya la inmigración, el primero a hablar de la inmigración fue Europa Acción, y luego Orden Nuevo. Y ahora todo el mundo lo ve tan claro Oui, donc de plus en plus de Français se rendent compte que le problème de l'immigration, le problème de la mondialisation, tous les problèmes que le mouvement national a développés depuis 40 ans, eh bien, s'avèrent être des réalités. Il y a quelques années, j'aurais dit, enfin je fais souvent cette comparaison dans les réunions en France, on vous aurait dit il y a quelques années, vous savez, en France, il va y avoir la rédaction d'un journal d'extrême gauche qui va se faire liquider dans un attentat, il y aura je ne sais pas combien de morts, enfin ils sont tous tués, tout le monde aurait dit, bon, évidemment par des islamistes, tout le monde aurait dit vous prenez vos désirs pour les réalités. On vous aurait dit il va y avoir 90 morts dans un music-hall très prochainement, on dit là vous croyez, on vous aurait dit il va y avoir plus de 100 morts à Nice par un attentat sur la promenade des Anglais, là tout le monde aurait rigolé. Je vous épargne les dizaines d'attentats, les dizaines de meurtres qui se multiplient. Il y en a encore eu un avant-hier, enfin samedi dernier, à Paris. Donc ces attentats qui se multiplient, qui sont le fruit de l'islamisation, parce que l'immigration entraîne par la force l'islamisation. Après tout, ces gens qui arrivent, et je précise une chose, c'est que tout ce que je dis sans aucun mépris pour quiconque. Les gens sont ce qu'ils sont, les Arabes sont arabes, les Noirs sont noirs, et il se trouve que nous sommes blancs, européens, chrétiens, ou d'aspiration chrétienne en tout cas, et donc nous n'avons pas la même civilisation que ces gens-là. Alors toutes les civilisations sont certainement respectables, mais notre premier devoir, nous, en tant que nationalistes et en tant que défenseurs de notre identité, eh bien, c'est justement de défendre ce que nous sommes. Hein. Alors, cela étant dit, eh bien, l'islamisation devait forcément arriver. Elle est le fruit de l'immigration. Et l'islamisation entraîne par la force des choses une certaine forme de terrorisme qui se développe et auquel la France n'était pas habituée. Alors face à ça, de plus en plus de Français se disent, mais après tout, il y avait un gars là, qui se présentait à toutes les élections, qui en parlait, qui l'annonçait, on ne voulait pas le croire, on prenait pour un oiseau de mauvaise augure. Ce type-là, c'était Jean-Marie Le Pen. Il n'avait peut-être pas si tort que ça. Por ejemplo, siempre lo que está pasando, hace algunos años quien hubiese dicho que un día toda la redacción de un periódico de izquierda hubiera sido fusilado por extremistas islámicos o que una discoteca con jóvenes podía ser atacada con matanza, o que había matanza por ejemplo en el lugar de Niza, o que podía haber todos los atentados pequeños, cuanto queráis, pero que siguen a menudo. Lo último ha sido el sábado pasado en París. Bueno, hace algunos años si tú que alguien saliera algo parecido, lo hubiesen tomado por loco. Ahora la gente lo ve y ve que esta inmigración trae también la islamización con toda su radicalización.
dice Roland, no tengo nada en contrario contra quien que sea, el árabe es árabe, el negro es negro, el rojo es rojo, el blanco es blanco y tal, pero las civilizaciones son distintas y ahora hay este choque que se nota y mucha gente que decía, pero había un señor que decía eso hace años y ahora no lo encuentro. Alors c'est au moment où les Français se rendent compte de plus en plus que Le Pen et le Front National avaient dit la vérité, eh bien c'est à ce moment-là que Marine Le Pen choisit de recentrer totalement son mouvement, à en faire un mouvement qu'elle a voulu dédiaboliser, ce qui consistait à dire qu'avant il était diabolisé, ce qui reste à prouver, et qu'elle a voulu complètement chambouler les normes pour en faire un mouvement à l'image de ce qu'elle voudrait être, c'est-à-dire un mouvement qui soit compatible dans le système démocratique et dans le système français, dans la droite politique française. Or, justement, la force du Front National, c'était d'être un mouvement différent. C'était d'être un mouvement qui était un véritable, quelque part, un mouvement révolutionnaire par rapport au système où tous les partis, qu'ils soient de gauche et qu'ils soient de droite, disent finalement la même chose. Lui avait un langage différent. Et ce langage rassemblait de plus en plus de monde. Et c'est à ce moment-là que Marine Le Pen, dont le mouvement était crédité il y a 2 ans d'à peu près 35 à 40%, enfin 35 à 37% des intentions de vote lors de la présidentielle de l'an dernier, eh bien, finit à 21%, c'est-à-dire à peine 1%, même pas 1% de plus que son père en 2000. Bueno, en este momento Marine Le Pen decide que tiene que recentrar su movimiento y que debe diabolizarlo, lo cual quiere decir que antes estaba diabolizado, lo que hay que probar. De todas maneras, empieza a tener un discurso por completo distinto de lo que tenía el padre, que era un discurso distinto de los demás, y que era un discurso que, por un lado revolucionario y de todas maneras llamativo. Entonces, ¿qué pasa? En una situación en la cual los sondajes la dan entre 35 y 37% a la presidencial, va a llegar solamente al 21%, con lo cual, o 23%, prácticamente solamente un punto porcentaje más de lo que había hecho su padre 15 años antes, pero en una situación por completo mucho más difícil. Alors depuis, son mouvement semble s'être engagé dans une agonie qui durera le temps qu'elle durera, mais parallèlement, les réalités sont toujours là et les Français sont toujours de plus en plus nombreux à être conscients que l'idéal que nous défendons est le bon idéal. Alors, c'est pas une raison pour se décourager, c'est pas une raison pour abandonner, c'est pas une raison pour se dire qu'après tout, on a eu tort et que c'est fini et que ci et que ça. Non, au contraire. Ce que nous essayons de faire, mes camarades et moi, autour de la revue Synthèse Nationale, c'est justement de ressusciter un mouvement national unitaire, rassemblant toutes ses composantes, un mouvement national qui va reprendre sa place très rapidement, j'espère, dans la vie politique française. Nous avons déjà, depuis 12 ans maintenant que Synthèse Nationale existe, organisé des dizaines et des dizaines de réunions. Nous avons organisé tous les ans une journée annuelle où plusieurs milliers de personnes se rendent. Et nous avons à chaque fois maintenant pris l'habitude de rassembler des gens aussi différents que des catholiques traditionnalistes, des païens convaincus, comme autour des gens qui se retrouvent autour de mon ami Pierre Vial, les catholiques traditionnalistes comme ceux qui se retrouvent autour du mouvement Civitas par exemple, des laïcs parfois qui viennent de la gauche, voire de l'extrême gauche, qui aujourd'hui se retrouvent dans l'idéal national. Et nous avons aussi là toutes les forces politiques qui sont présentes, en particulier le Parti de la France de Karl Land, qui essaye de s'imposer comme étant la relève par rapport à cette débâcle que Marine Le Pen nous a infligée. Donc toutes les forces sont là et elles sont en ordre de combat. Donc il ne faut pas se décourager, il y aura encore beaucoup de choses à faire, mais ça on va en parler en quelques minutes. Oui, entonces, ahora el partido vive casi en una forma de agonía.
Pero no es una reacción para desesperar. Nosotros estamos organizando, por ejemplo, de hace 12 años, alrededor de la revista Síntesis Nacional, todo lo que es posible para dar aún empuje y espíritu a las diferentes derechos nacionales, con lo cual tenemos gente que viene de los cristianos tradicionales, de los paganos, de los laicos, hasta de la izquierda y tal. Y estamos trabajando porque se pueda tener algo con partidos, también el Partido Nacional de Francia, y para cambiar el espíritu, el registro y la línea del movimiento nacional. Donc rien n'est perdu. J'en profite juste un instant pour saluer au passage le travail effectué par Gabriel Yannolfi et tous ces réseaux en France qui sont bien utiles et qui nous aident beaucoup dans le combat que nous menons. Alors, au cours de cet exposé, j'espère vous fait comprendre un petit peu l'histoire de la droite nationale française, du courant nationaliste révolutionnaire au sein de cette droite nationale. Maintenant, avant de conclure, je voudrais juste attirer votre attention sur un fait important. Alors, je ne sais pas si en Espagne, enfin si à Barcelone on en a parlé, mais vous autres, amis espagnols et catalans, vous avez eu la bonne idée de vous envoyer un personnage en France dont on serait bien passé. Il s'agit de Manuel Valls. Alors Manuel Valls, ça vous dit quelque chose, j'imagine. Manuel Valls a été ministre de l'Intérieur, Premier ministre en France. C'est un personnage arrogant, c'est un personnage qui est dogmatique à souhait, et c'est un personnage qui a fait toute sa campagne, toute sa vie politique en France, sur la chasse aux nationalistes. C'est lui qui a mené toutes les campagnes en faveur de la dissolution des partis nationalistes à l'époque où il était, des mouvements nationalistes, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur. Il a été à l'origine de la dissolution de plusieurs mouvements nationalistes, comme le Troisième Loi, comme l'Œuvre française et d'autres. Et il a passé son temps à mener une répression contre Manuel Valls, nous l'avions dit à l'époque que nous aurions sa peau, pourtant sa peau politique bien entendu, et qu'un jour on montrera qu'il n'a plus rien à faire en France, et effectivement c'est ce qui s'est passé. Il a été Premier ministre et il a été tellement lamentable qu'il a été chassé, il n'a même pas été réélu je crois dans sa circonscription, et il est venu se réfugier dans sa terre d'origine en Catalogne, où il a fait croire, à l'époque il faisait croire en France qu'il était le descendant de gens qui avaient fui le franquisme et tout ça, alors que chacun sait que c'est faux. Ses parents étaient une famille de banquiers, son père était artiste, il était venu s'installer en France à une époque où les artistes venaient s'installer à Paris. Enfin, il a fait pleurer la France entière en faisant croire qu'il avait vécu des heures terribles à l'époque du franquisme, enfin sa famille en tout cas. Aujourd'hui, Manuel Valls est arrivé là, est revenu en Catalogne, et il raconte à qui veut l'entendre, enfin en tout cas dans la presse française on en parle beaucoup, qu'il envisage de se présenter aux prochaines élections à Barcelone. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas si c'est le cas, rendez-nous un service les amis, foutez-le dehors, évitez ce personnage, il n'a vraiment rien à foutre sur la vie politique française espagnole. Bueno, hablando de una cosa particular, en Francia hemos tenido un ministro del Interior y luego primer ministro que se llama Manuel Valls, que viene de Cataluña, que ha tenido toda su vida política, toda su campaña en la guerra a las organizaciones de la derecha, que ha hecho solamente eso, que ha fracasado políticamente, ha sido echado hasta por su partido, y ha contado que él era el hijo de gente que había huido la represión en España y tal, y era por completo falso, y parece él ha vuelto a Barcelona y quiere presentarse a las elecciones en Barcelona. Con lo cual, dice, os ruego, camaradas, echarla al mar. Il y a des questions? Una pregunta nada más. S'il vous plaît. Ya sé que está todo el mundo cansado y además un poquito justo de tiempo, pero esta pregunta me doy la palabra a mí mismo y la contestas brevemente. Es una pregunta que creo importante.
¿cuántos inmigrantes, qué población inmigrante hay ahora mismo aproximadamente en Francia y cuánta tiene derecho a voto? ¿O cuánta puede tener derecho a voto o participar en el censo en un futuro? Te lo digo porque aparte de Manuel Valls vamos a acabar teniendo aquí, cuando se hayan tirado los negros, vamos a tener aquí a muchos más políticos franceses. Qual est le pourcentage d'immigrés en France et par exemple de gens qui peuvent avoir, qui ont droit à vote et qui peuvent avoir droit à vote rapidement? Un pourcentage de plus en plus grand. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je tiens à souligner, c'est que dans cette histoire d'immigration, ce ne sont pas les immigrés en tant que tels que nous rejetons, c'est la politique d'immigration de la France. C'est la politique d'immigration qui veut que la France, et c'est certainement peut-être aussi le cas de l'Espagne, de l'Italie, des autres pays d'Europe, on accueille tout le monde. Parce que l'idéologie ambiante, l'idéologie qui est celle des tenants du pouvoir, c'est cette idéologie qui refuse de reconnaître l'existence des nations, des civilisations, des races, même des sexes d'ailleurs, puisque en France, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais enfin en France, on nous explique même aujourd'hui que les sexes ne peuvent plus exister. Hein. C'est ce qu'on appelle la théorie du genre. Alors aujourd'hui, la politique française est une politique, c'est des pompes aspirantes qui font que de plus en plus de gens qui dans le tiers-monde se disent, par la télévision, par tout ce qu'ils voient, je ne sais pas, se disent, bah, après tout, pourquoi on n'irait pas en France? On vous dirait demain, il y a un pays où vous allez gagner 60 fois votre salaire en touchant des allocations et en ne faisant rien. Un pays où on vous montre des séries télévisées, où on voit des jolies filles, où on voit des belles voitures, où on voit que tout a l'air de bien aller, bah, vous diriez peut-être que je vais aller dans ce pays. Après tout, il n'y a rien de... Mais le problème, c'est pas qu'on se dise peut-être je vais aller dans ce pays. Le problème, c'est que ce pays fait croire qu'il est capable d'accueillir tout le monde alors qu'il n'en est pas capable. Alors que moi, nous sommes, je pense, pour une Europe européenne, et que les Africains vivent en Afrique, c'est très bien, que les Asiatiques vivent en Asie, c'est très bien, mais encore, c'est pas les Asiatiques qui posent le plus de problèmes, mais, et que de la même manière, nous défendions avant tout ce que nous sommes. C'est ça qui est important. Alors, l'immigration, au début, il s'agissait d'une immigration de travail dans les années 60, qui est devenue une immigration familiale, puisque Giscard d'Estaing et Jacques Chirac ont eu l'idée, dans 1976, je crois, de procéder au regroupement familial. C'est-à-dire qu'un immigré venait avec sa famille. Et on a vu des générations de gens qui se sont installés. Mais ces gens qui se sont installés, alors on s'est dit, bah oui, ils vont finir par s'assimiler, ils vont boire du Coca-Cola comme tout le monde, ils vont regarder la télévision comme tout le monde, ils vont aller au cinéma, enfin bref. Mais c'était faire abstraction de la fête réelle. C'est l'essence des peuples. Or nous croyons dans l'essence des peuples, dans l'âme des peuples. Les musulmans ont une particularité, ils ont une religion, ils ont une civilisation qui n'est pas la nôtre, qui est peut-être respectable, je ne dis pas le contraire, mais qui n'est pas la nôtre. Et moi je veux défendre notre civilisation, notre particularité à nous, chez nous. Voilà. Alors, si on veut combattre l'immigration, il faut d'abord combattre le système qui engendre l'immigration. Bueno, muy rápido. No se puede calcular. No se puede calcular porque también mucha gente es segunda generación de francesa, por lo cual cuando vas a calcular los inmigrantes es imposible. Pero el problema no son solamente los inmigrantes, es la política de inmigración. No solamente la política de inmigración en cuanto tal. La política de inmigración porque es una política de destrucción que hay que destruir tu idea, tu cultura, tu religión, tu raza y tu sexo. Y dice, yo respeto a todos, pero cada cosa es diferente, con lo cual el verdadero problema de la inmigración es el sistema. Un jour, si ça continue comme ça, un jour, si cela continue comme ça, eh bien, ils deviendront majoritaires. Ils deviendront majoritaires. Et le jour où ils sont majoritaires, eh bien, ils nous diront, maintenant, c'est simple, soit vous vous soumettez, soit vous partez. Et qu'est-ce qu'on fera?
Bueno, un día llegarán, serán mayoría y nos dirán, no, Claro, ahí está. Es que la democracia se basa en porcentajes y no en... Pero bueno, sí, para